L'école est souvent perçue comme un lieu d'émancipation. On y apprend à lire, à écrire, à penser. C'est l'endroit où, théoriquement, chaque individu acquiert les compétences nécessaires pour devenir un citoyen libre, autonome, capable de juger par lui-même. Mais cette vision positive de l'école masque une autre réalité. L'école est aussi un lieu de règles strictes, d'organisation rigide, de comportements attendus. En retransmission du savoir et dressage des corps et des esprits, une tension profonde existe. Cette tension, Michel Foucault l'a explorée sans l'aborder de front. Il n'a pas écrit un livre sur l'école comme institution spécifique, mais ses analyses du pouvoir, de la discipline, de la surveillance trouvent un écho puissant dans le système éducatif moderne. Dans Surveiller et punir, Foucault décrit l'émergence d'une société disciplinaire, où les institutions, prisons, hôpitaux, casernes, usines et écoles ont pour fonction non seulement d'organiser la vie collective, mais aussi de produire des comportements conformes, des individus normés. Alors, l'école éduque ou conditionne ? C'est la question que nous allons explorer dans cette vidéo. 1. Élan école moderne, naissance d'une institution de contrôle. Quand on parle de l'école aujourd'hui, on imagine un lieu normal, banal, voire neutre. Mais si l'on adopte le regard de Michel Foucault, philosophe du pouvoir et des institutions, on découvre une toute autre histoire, celle d'une construction sociale, apparue pour répondre à des besoins de contrôle, d'ordre et de normalisation. L'école moderne, loin d'avoir été pensée comme un espace libre de formation de l'esprit critique, naît dans un contexte historique de structuration des sociétés industrielles, où l'objectif est d'organiser les populations. Dans Surveiller et punir, 1975, Foucault retrace l'évolution des dispositifs de pouvoir depuis le Moyen Âge jusqu'à la modernité. Il y montre comment, à côté du pouvoir souverain, qui punit et réprime, se met en place un pouvoir disciplinaire, diffus, répétitif, ancré dans les corps. L'école participe de cette logique. Elle n'est pas seulement un lieu de transmission du savoir. Elle devient un lieu où l'on forme, où l'on classe, où l'on hiérarchise. Le modèle de l'école moderne se stabilise au XVIIIe et XIXe siècle, avec l'instauration de l'enseignement obligatoire, gratuit et laïque, en France notamment grâce aux lois Ferry. L'objectif affiché est noble, rendre le savoir accessible à tous. Mais dans le même temps, l'école devient un rouage essentiel de la machine sociale. Elle est appelée à produire des individus adaptés à la société industrielle, ponctuels, obéissants, organisés, classés selon leurs performances. L'emploi du temps scolaire, la séparation en classes d'âge, la réglementation des comportements ne sont pas neutres, ce sont des outils de contrôle du corps et de l'esprit. Foucault parle d'un dressage opéré par l'école, comparable à celui de la caserne ou de la prison. On y apprend à rester assis, à lever la main pour parler, à suivre un rythme collectif, à exécuter des consignes. Chaque geste est codifié, chaque déplacement réglementé. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais d'intérioriser un comportement, une manière d'être. L'enfant devient un corps utile, modelé pour répondre à des attentes économiques et sociales. Ce dressage associe par des instruments techniques, la note, le carnet de correspondance, le bulletin scolaire. Ces dispositifs permettent de mesurer, comparer, évaluer. Ils instaurent une compétition permanente entre les élèves, valorisent la conformité et stigmatisent la différence. L'excellence scolaire devient le modèle à atteindre, et celui qui s'écarte de la norme est étiqueté, élève en difficulté, perturbateur, inadapté. 2. La discipline invisible, surveillance et normalisation. Dans l'imaginaire collectif, l'école est associée à des figures visibles de l'autorité, le professeur, le directeur, les règles affichées au mur. Pourtant, ce qui fait la force de l'école moderne, c'est moins l'autorité explicite que les mécanismes invisibles de contrôle. Michel Foucault a mis en lumière cette microphysique du pouvoir, une forme de discipline douce, intériorisée, qui agit sans cri, sans violence, mais avec une efficacité redoutable. L'un des concepts centraux de Foucault pour comprendre ce phénomène est celui de surveillance. Il s'inspire du panoptique, une prison idéale imaginée par Jérémie Bentham au XVIIIe siècle, une tour centrale d'où un gardien peut observer tous les détenus sans être vu. Cette possibilité d'être observé à tout moment pousse chacun à se comporter comme s'il l'était en permanence. Le résultat ? Une autocensure, une discipline intégrée. Ce modèle,
Foucault le retrouve dans toutes les institutions modernes, et l'école n'y échappe pas. À l'école, la salle de classe est une forme de panoptique. Le professeur voit tous les élèves savent qu'ils sont vus. Cette surveillance visuelle est renforcée par d'autres formes de contrôle, la notation, les bulletins, les sanctions, les remarques dans le carnet. Mais surtout, ces dispositifs ne sont pas que répressifs, ils sont normatifs. Ils fixent des critères de ce qui est bien ou mal, réussi ou raté, acceptable ou marginal. Petit à petit, les élèves intègrent ces normes. Ils cherchent à bien se tenir, non par peur de la punition, mais parce qu'ils veulent être dans la moyenne, bien vus, conformes. Ils surveillent leurs gestes, leurs paroles, leur attitude. Ils s'auto-évaluent, se corrigent, se disciplinent. La surveillance n'a plus besoin d'être exercée en permanence de l'extérieur, elle devient intérieure. Le pouvoir, ici, est d'autant plus fort qu'il est discret. Un autre mécanisme souligné par Foucault est celui de la normalisation. L'école, à travers ses programmes, ses méthodes pédagogiques, ses évaluations, produit une norme, celle de l'élève, idéal. Cette norme n'est jamais complètement atteignable, mais elle sert de modèle implicite. Les élèves sont sans cesse mesurés à rapport à elle. Ceux qui s'en écartent trop sont en retard, en échec, à besoins spécifiques. La norme devient la référence unique, et l'écart devient pathologie. Ce processus de normalisation n'est pas neutre. Il façonne les subjectivités. Il produit des catégories, bon élève, élève moyen, élève difficile. Il légitime des différences de traitement, des orientations précoces, des parcours scolaires inégalitaires. Et il tend à naturaliser ces différences, à les présenter comme des faits, objectifs, alors qu'elles sont le produit d'un système de classement. 3. Le pouvoir qui ne dit pas son nom, ni violence, ni liberté. Le pouvoir, dans la pensée de Michel Foucault, ne se donne pas toujours à voir sous des formes autoritaires ou brutales. Il opère souvent de manière discrète, diffuse, insidieuse. C'est ce qu'il nomme le pouvoir disciplinaire, un mode de gouvernement des corps et des esprits qui s'exerce dans les institutions modernes comme l'école, l'hôpital, la prison ou la caserne. Ce pouvoir ne se manifeste pas par des ordres directs, mais par une organisation minutieuse de l'espace, du temps, des gestes et des regards. Dans ce cadre, l'école moderne n'est pas simplement un lieu de transmission de savoir, mais un dispositif de normalisation. Elle façonne les comportements, inculque des règles, installe une discipline. Le maître n'est plus un simple transmetteur de connaissances, mais un agent de contrôle. Les horaires rigides, les rangées de pupitres, la surveillance permanente, les notes et les bulletins. Tout cela participe à un même processus de fabrication d'individus conformes, adaptés aux exigences sociales. Foucault montre que cette discipline ne repose pas sur la violence physique, mais sur des mécanismes plus subtils, la surveillance constante, la comparaison entre élèves, la récompense et la sanction. Le pouvoir se fait discret, mais d'autant plus efficace. On intègre les règles, on les applique spontanément, on s'auto-surveille. C'est ce qu'il appelle l'intériorisation du pouvoir. Le modèle emblématique de cette forme de contrôle est le panoptique, une architecture de prison imaginée par Jérémy Bentham, où chaque détenu est potentiellement observé à tout moment sans jamais savoir s'il l'est réellement. Cette incertitude engendre une autodiscipline permanente. Foucault voit dans ce modèle un paradigme de nos sociétés modernes. Ainsi, à l'école, ce n'est pas la violence qui garantit l'obéissance, mais la peur d'être jugé, mal noté, exclu. L'élève apprend à se conformer, non sous la menace, mais pour être reconnu, valorisé, accepté. Cette forme de pouvoir est d'autant plus redoutable qu'elle ne dit pas son nom, elle se présente comme bienveillante, rationnelle, nécessaire. On parle de motivation, de mérite, d'excellence, mais ce sont autant de leviers pour imposer des normes, des classements, des hiérarchies. Cela ne signifie pas que les enseignants soient des oppresseurs volontaires. Foucault insiste, le pouvoir ne s'exerce à de haut en bas, de manière unilatérale. Il circule à travers les relations sociales, il s'insinue dans les pratiques les plus ordinaires. Le professeur, souvent animé de bonnes intentions, participe malgré lui à un système qui dépasse ses choix individuels. Il est lui-même pris dans des réseaux de pouvoir, soumis à des programmes, à des directives, à des attentes institutionnelles. 4. L'éducation peut-elle être un espace de liberté ? Parler de liberté à l'école peut sembler paradoxal, surtout à la lumière de l'analyse foucaldienne du pouvoir disciplinaire.
Et pourtant, la question mérite d'être posée, l'éducation peut-elle être autre chose qu'un outil de normalisation? Peut-elle devenir un véritable espace d'émancipation, de développement personnel, de création de soi? Pour Foucault, la liberté ne se trouve pas dans l'absence de pouvoir, mais dans notre capacité à interagir avec lui, à le déplacer, le réinterpréter, voire le subvertir. Foucault a toujours résisté à une vision pessimiste ou désespérée de la condition humaine. Même s'il met au jour les réseaux invisibles du pouvoir, il insiste aussi sur les possibilités de transformation. Selon lui, l'être humain est un travail en cours, une construction permanente. Loin d'être figé dans des identités stables, nous sommes capables de nous redéfinir, de nous inventer autrement. Ce travail sur soi est une forme de liberté active, une pratique constante, presque une éthique. Appliquée à l'éducation, cette idée ouvre des pistes stimulantes. Il ne s'agit plus seulement d'accumuler des savoirs ou d'intérioriser des normes, mais de développer une capacité critique, une conscience de soi, une autonomie intellectuelle. L'école pourrait alors être repensée non comme un lieu de reproduction sociale, mais comme un laboratoire de liberté. Un espace où l'on apprend à se situer dans le monde, à comprendre les jeux de pouvoir, à exercer un regard critique sur soi et sur la société. Cela suppose, bien sûr, une transformation profonde des pratiques pédagogiques. Pour qu'une classe devienne un espace de liberté, il faut rompre avec le modèle vertical et hiérarchique du savoir. Il faut créer des espaces de dialogue, d'expérimentation, de co-construction du sens. L'enseignant ne serait plus un maître absolu, mais un guide, un accompagnateur, un facilitateur de parcours. Il ne s'agirait pas d'abandonner toute exigence, mais de mettre cette exigence au service du développement de l'esprit critique et de la singularité de chacun. Foucault était très intéressé par la notion de pratique de soi. Il y voyait une manière de penser la liberté comme un exercice, une discipline, un travail sur sa propre manière d'être. Ce n'est pas une liberté sans contrainte, mais une liberté qui s'invente à partir des contraintes, qui joue avec elles, qui les détourne. L'éducation pourrait devenir l'un des lieux privilégiés de ce travail, un espace où l'on apprend à penser autrement, à se remettre en question, à forger des modes de vie inédits. Des pédagogies alternatives tentent d'ailleurs de mettre en pratique cette vision. Freinet, Montessori, ou plus récemment les pédagogies critiques inspirées de Paulo Freire, cherchent à construire des rapports moins autoritaires au savoir, à favoriser l'autonomie, à encourager la parole de l'élève.